Le gong résonne, bref et métallique, et le temps commence à se replier sur lui-même. 9 secondes ne semblent rien jusqu'à ce que tous les regards se fixent sur ce garçon de 18 ans, immobile au centre du ring, traité comme s'il était là par erreur. L'air est lourd, la lumière est dure et une attente silencieuse plane. Celle de le voir apprendre sa leçon rapidement. L'adversaire avance avec un calme expérimenté, convaincu que le contrôle lui appartient déjà. Il n'y a ni précipitation ni peur, seulement la certitude confortable de celui qui croit connaître l'issue avant même le début. Tyson ne parle pas, ne provoque pas, ne s'explique pas. Il ajuste simplement son appui, baisse le menton, respire une seule fois. Ce que personne ne perçoit, c'est qu'à cet instant précis, l'affrontement est déjà terminé en lui. Il ne reste plus qu'au monde à rattraper cette vérité. Le gymnase est fermé, compact, sans glamour. La lumière blanche tombe durement sur le ring, dessinant des ombres anguleuses sur le tablier usé, marqué par des années d'impact et de sueur. L'air est épais, chargé de cuir ancien des gants, de relents de fumée de cigarettes et d'humidité humaine accumulée. Chaque respiration y semble plus lourde. Les gradins grincent sous le poids de corps installés sans hâte. Des hommes et des femmes qui parlent à voix basse, comme s'ils savaient déjà que quelque chose exige du respect avant même d'arriver. Il n'y a pas de musique, pas de spectacle. Seulement le son sec des pas, le frottement des cordes et l'écho lointain d'entraîneurs murmurant des consignes techniques. Tout dans cet espace suggère la tradition, la répétition et la hiérarchie. C'est un lieu où rien ne surprend. Du moins, c'est ce que tous croient en observant le ring éclairé. Le poids du temps historique est aussi lourd que l'air. Ce sont des années où la boxe s'organise encore selon des degrés clairs d'autorité, où l'âge, le palmarès et la réputation comptent davantage que l'intuition ou le silence. Les jeunes entrent pour apprendre, pour se tromper, pour encaisser avec dignité. L'environnement légitime ce scénario sans que personne n'ait besoin de le verbaliser. Des regards parcourent le garçon au centre du ring, avec une curiosité contenue, certains teintés d'un léger mépris, d'autres d'une indulgence presque paternelle. Il n'y a pas d'hostilité ouverte, seulement la certitude confortable que l'ordre sera maintenu. Le gymnase fonctionne comme un tribunal informel. Chaque respiration retenue est un jugement silencieux. Chaque seconde avant le début renforce l'impression que ce n'est pas un lieu pour l'improvisation. L'atmosphère n'est pas agressive, mais définitive. Ceux qui entrent ici savent qu'ils seront mesurés et presque toujours remis à leur place. Alors que le public s'installe dans ce consensus invisible, le silence grandit de manière presque rituelle. Les conversations s'estompent, les toux se raréfient, les chaises cessent de grincer. Une attente maîtrisée s'installe, non pas de chaos, mais de confirmation. Les lumières ne vacillent pas, l'ambiance ne change pas. C'est précisément ce qui rend tout plus tendu. Rien n'annonce la rupture. Tout semble suivre un protocole connu, confortable, répété des centaines de fois auparavant. Le ring, entouré de cordes usées, paraît neutre, presque impersonnel, comme s'il était incapable de produire quelque chose de nouveau. Mais cette neutralité est trompeuse. Ici, chaque détail amplifie l'erreur, chaque seconde expose la vérité. Le gymnase ne prend pas parti, ne protège personne. Il observe simplement. Et à cet instant, il observe un garçon silencieusement classé dans une catégorie qu'il n'a pas encore contestée, mais qui est sur le point de s'effondrer. Mike Tyson reste silencieux au centre du ring, comme si le bruit autour n'avait pas la permission de l'atteindre. Son corps ne cherche pas l'imposance. Il se replie sur lui-même, compact, économique, chaque muscle prêt à répondre sans gaspillage. À 18 ans, il n'a pas l'apparence classique d'un champion, mais quelque chose d'inquiétant émane de son immobilité. Ses pieds bougent à peine, s'ajustant au millimètre près sur le tablier, comme s'il connaissait déjà cet espace avant même de l'avoir foulé. Le regard baissé n'est pas de l'insécurité, c'est de la concentration. En lui, il n'y a ni hâte, ni anxiété, seulement l'exécution. Tyson ne pense pas au public, ne pense pas à l'adversaire comme à un symbole. Il pense distance, temps, angle. Des années de discipline sévère s'organisent en silence, prêtes à surgir sans avertissement, à l'instant exact où cela sera nécessaire. En face, l'antagoniste occupe l'espace avec naturel. Ses gestes sont amples, presque pédagogiques, comme quelqu'un habitué à être observé et respecté. Son corps plus allongé porte les marques du temps, raideur dans les épaules, petite cicatrice. Une respiration qui trahit l'effort avant même que le combat ne commence. Il a confiance en ce qu'il a construit. Son identité est ancrée dans l'expérience, dans les nuits passées, dans des victoires accumulées qui dispensent d'une vigilance constante. En regardant Tyson, il ne voit pas une menace, il voit la continuité du système. Un jeune qui doit apprendre, qui sera testé, peut-être corrigé.
Cette confiance excessive ne naît pas de la malveillance, mais de la répétition. Il a déjà été là tant de fois. Il a vu des garçons prometteurs échouer. Le problème, c'est qu'il croit que tous suivent le même scénario. Et cette croyance le rend vulnérable. Entre les deux se forme un contraste silencieux que peu remarquent. Tyson observe sans juger, collecte des informations invisibles pour la majorité. Le rythme de l'adversaire, la garde relâchée, le léger retard entre l'intention et le mouvement. L'antagoniste, de son côté, ne voit que ce qui confirme sa certitude. Jeunesse, silence, posture fermée. Aucun des deux ne parle, mais un dialogue a lieu. Un dialogue fait de respiration, de micro-ajustements, de choix non déclarés. L'empathie du public se divise sans qu'il s'en rende compte. Certains s'identifient à l'autorité tranquille du plus âgé. D'autres ressentent quelque chose d'étrange dans le silence du garçon. Ils ne savent pas l'expliquer. Ils le sentent simplement. C'est dans cet espace invisible, avant le moindre coup, que le véritable conflit a déjà commencé, et où l'un d'eux est déjà désavantagé sans le savoir. La tension se forme avant même le premier mouvement officiel. L'antagoniste tourne avec calme, comme s'il menait un cours pratique, testant l'espace, imposant sa présence. Il y a une confiance confortable dans sa posture, la certitude qu'il contrôle le rythme et l'issue. Tyson suit des yeux, sans répondre immédiatement, laissant la distance s'établir selon les termes de l'autre. Pour les observateurs, cela ressemble à de l'hésitation. Pour Tyson, c'est de la lecture. Chaque pas de l'adversaire révèle des schémas, de petites failles, des excès presque imperceptibles. Le public interprète le silence comme une soumission, et cette lecture collective crée un risque réel. Si Tyson se trompe, la chute sera symbolique. Ce ne sera pas seulement une défaite physique, mais la confirmation de tout ce qu'il pense de lui. Le ring devient un espace de jugement imminent, où chaque mauvais choix coûtera plus qu'un coup. À mesure que les secondes passent, l'antagoniste commence à dicter l'atmosphère. Ses mouvements sont larges, presque détendus, comme s'il voulait démontrer sa domination sans effort. Il avance suffisamment pour marquer le territoire, mais pas assez pour s'exposer, du moins le croit-il. Tyson maintient une garde fermée, absorbant la pression psychologique sans réagir. La foule sent le déséquilibre et commence à anticiper une issue prévisible. Certains regards se détournent, comme s'ils connaissaient déjà le résultat. C'est le moment le plus dangereux pour le jeune, lorsque la narration collective se solidifie avant l'action. L'antagoniste le perçoit et s'en nourrit. Sa confiance grandit, et avec elle, une légère négligence. Il ne voit pas que sa prévisibilité devient une carte ouverte pour celui qui sait lire. Le conflit s'intensifie lorsque l'antagoniste décide enfin d'avancer avec plus de conviction. Ce n'est pas une attaque totale, mais un geste d'affirmation, une invitation implicite à ce que Tyson réagisse comme un débutant. Le public retient son souffle. C'est le type de mouvement qui provoque habituellement un recul, un ajustement défensif, un apprentissage forcé. Tyson, pourtant, ne réagit pas comme prévu. Il ne recule pas paniqué, ne se ferme pas complètement. Il y a un micro-ajustement presque invisible de ses pieds, une modification minimale de l'axe du corps. Ces détails passent inaperçus pour presque tous, mais ils sont fondamentaux. Le risque est maintenant maximal. Si cet ajustement échoue, il n'y aura pas de temps pour corriger. Le ring semble rétrécir, comme si tout l'espace se compressait en un seul point de décision qui approche rapidement. À cet instant, l'antagoniste croit avoir le contrôle total de la situation. Son esprit est déjà quelques pas en avance, anticipant un échange plus long, une victoire construite avec patience. Il ne perçoit pas que Tyson opère selon une autre logique. Pour le jeune, il n'y a pas de combat prolongé à cet instant, seulement une fenêtre courte qui s'ouvre et se referme rapidement. La tension atteint un sommet silencieux. Le public sent que quelque chose est sur le point de se produire, sans savoir exactement quoi. C'est un malaise diffus, la sensation que l'ordre naturel peut être interrompu. L'antagoniste avance encore, trop confiant pour protéger toutes les ouvertures. Tyson reste immobile une fraction de seconde de plus que prévu. Et cette fraction, apparemment insignifiante, porte le poids de toute la transformation sur le point de se produire. L'escalade du conflit se fait presque imperceptiblement, comme un courant souterrain qui gagne en force. L'antagoniste se sent de plus en plus à l'aise, et ce confort se traduit par un rythme prévisible. Il croit mener le combat vers un terrain sûr, où il pourra tester, user et, finalement, imposer sa supériorité. Tyson accompagne chaque mouvement avec une attention absolue, sans précipitation, comme quelqu'un qui attend l'instant exact au lieu de le forcer. Pour le public, ce calme ressemble à de la passivité. Pour Tyson, c'est de la préparation. Le silence entre les coups n'est pas vide, il est calcul. Chaque respiration de l'adversaire, chaque déplacement latéral, chaque ajustement tardif de la garde devient une information.
La tension grandit parce que le spectateur commence à sentir qu'il y a quelque chose de faux dans la tranquillité excessive des deux. Rien n'explose encore, mais tout se comprime. Dans un bref moment de calme apparent, l'antagoniste se détend encore davantage. Ses épaules s'abaissent légèrement, sa garde s'ouvre un instant plus longtemps qu'elle ne devrait. Il croit être en contrôle, s'autoriser ce luxe. Tyson le remarque. Il ne réagit pas immédiatement. Ce retard volontaire accroît le suspense, comme s'il testait sa propre patience. Le public commence à se pencher en avant, sans savoir pourquoi. Une attente diffuse flotte dans l'air, le sentiment que le combat ne suivra pas le chemin habituel. Ce contraste entre action contenue et danger imminent crée un silence lourd. Chaque seconde qui passe sans explosion augmente l'impact de ce qui vient. L'antagoniste, confiant, avance de nouveau, avec moins de prudence, comme quelqu'un qui a déjà décidé de l'issue avant de la vivre. L'escalade s'intensifie lorsque l'antagoniste tente d'imposer son autorité par un geste plus affirmé. Ce n'est pas une attaque totale, mais une démonstration de domination, un mouvement destiné à rappeler au jeune sa place. Tyson répond par un ajustement minimal, presque imperceptible, qui repositionne tout le scénario. Le public ne comprend pas ce qui a changé, il le ressent seulement. La distance entre les deux se réduit de manière critique. Le risque est désormais absolu pour tous les deux. Si Tyson se trompe, il sera immédiatement puni. S'il réussit, quelque chose de plus grand se déclenchera. La tension atteint un point où le silence devient assourdissant. L'antagoniste inspire profondément, convaincu qu'il va donner une leçon. Tyson fixe son regard, non sur le visage, mais sur le centre de masse de l'adversaire. Tout est prêt, mais rien n'a encore eu lieu. À ce stade final de l'escalade, le temps semble ralentir. Chaque mouvement gagne en poids, chaque décision porte des conséquences irréversibles. L'antagoniste ne perçoit pas que sa plus grande faiblesse n'est pas physique, mais mentale. La conviction d'avoir déjà gagné avant l'affrontement réel. Tyson, à l'inverse, agit comme s'il avait déjà accepté n'importe quelle issue, ce qui le libère de la peur. Cette différence d'état psychologique est le véritable abîme entre eux. Le public sent qu'une rupture est imminente, sans pouvoir en anticiper la forme. Le ring devient un espace de pure attente, où 9 secondes commencent à approcher comme une frontière invisible. Le prochain mouvement ne sera pas seulement un coup, ce sera une déclaration définitive à laquelle personne n'est préparé. La première seconde commence avant même que l'antagoniste ne s'en rende compte. Tyson n'avance pas de manière abrupte. Il entre dans l'espace par un déplacement court, presque invisible, réduisant la distance sans annoncer son intention. Le pied avant se fixe sur le tablier avec précision, créant la base exacte pour ce qui suit. L'antagoniste est encore en mouvement, trop confiant pour réagir immédiatement. À la seconde suivante, Tyson lit le déséquilibre subtil dans l'axe du corps en face de lui. Il n'y a pas d'hésitation. Son tronc pivote de façon compacte, transférant la force sans gaspillage. Le coup n'est ni large ni théâtral, mais direct, fonctionnel, frappant avant que l'esprit de l'adversaire ne puisse traiter le danger. L'impact n'est pas seulement physique, c'est le choc d'une attente détruite en temps réel, sans avertissement, sans demande de permission. Aux 3e et 4e secondes, la séquence s'achève avec une précision presque chirurgicale. Tyson ne poursuit pas, n'exagère pas. Il ajuste de nouveau la position de ses pieds, maintenant un équilibre absolu, tandis que l'antagoniste tente de réagir trop tard. Chaque mouvement de Tyson est économique, comme s'il exécutait quelque chose répété des centaines de fois en silence. Le public commence à comprendre que ce n'est ni de la chance ni une impulsion. C'est du contrôle. L'antagoniste sent son corps répondre plus lentement que nécessaire. Il y a la confusion avant la douleur, un instant où l'esprit tente de nier ce qui vient de se produire. Tyson reste concentré, les yeux froids, la respiration stable. Il ne cherche pas de validation extérieure. Il suit simplement le flux exact qu'il a été entraîné à exécuter lorsque la brèche se présente. De la 5e à la 9e seconde, le dénouement s'impose de manière inévitable. L'antagoniste perd sa base, non par force brute, mais par désorganisation totale. Son corps cède avant qu'il ne puisse réorganiser sa défense. Le ring semble s'incliner, et le son ambiant disparaît. Il n'y a pas de cri, pas de réaction immédiate du public, seulement le silence. Tyson recule à l'instant exact, interrompant la séquence sans excès. Sa garde basse n'est pas une négligence, c'est une maîtrise absolue de la situation. L'adversaire tombe, non humilié, mais vaincu par quelque chose qu'il n'a pas compris à temps. Lorsque les 9 secondes s'achèvent, le ring n'est plus le même, et personne ne peut prétendre ne pas avoir vu. Le silence qui s'installe après la chute est plus lourd que n'importe quelle réaction bruyante. L'antagoniste reste au sol quelques instants, non seulement pour reprendre son souffle, mais pour réorganiser sa propre perception de la réalité. Rien ne s'est déroulé comme prévu. Il n'y a pas eu d'échange prolongé, pas d'usure progressive,
pas de temps pour s'adapter. Il y a eu seulement une constatation brutale de limite. Tyson n'occupe plus le centre du ring, il recule de quelques pas, posture neutre, regard ferme, comme si ce dénouement ne nécessitait aucune célébration. Cette attitude déstabilise encore davantage les spectateurs. Le public attendait une explosion émotionnelle. Il reçoit la retenue. L'antagoniste se relève lentement, sentant le poids non seulement dans son corps, mais dans son identité. Pour la première fois, il comprend qu'il n'a pas été vaincu par une force imprévisible, mais par une clarté absolue. Cette prise de conscience change tout. Lorsque les regards se croisent de nouveau, quelque chose de différent se produit. Tyson ne montre ni mépris ni supériorité explicite. Son silence porte désormais un message clair. Le contrôle n'a pas besoin de spectacle. Cette absence de provocation oblige l'antagoniste à faire face à sa propre fragilité sans béquilles émotionnelles. Il comprend qu'il n'a pas été manqué de respect, mais lu. Chacune de ses erreurs a été perçue à l'avance, chaque excès exploité sans cruauté. La révélation ne vient pas par des mots, mais par la posture. Tyson n'a rien à dire pour enseigner. L'antagoniste ressent un mélange de honte et de lucidité, comme quelqu'un qui réalise soudain qu'il fonctionnait en pilote automatique. Le ring, autrefois scène d'affirmation, devient un miroir. Et ce reflet ne peut plus être ignoré. La recontextualisation émotionnelle se diffuse dans l'espace. Le public, qui jugeait auparavant en silence, observe désormais avec une attention inconfortable. La narration simple de la jeunesse contre l'expérience ne tient plus. L'antagoniste comprend que cet instant ne le diminue pas seulement, mais le redéfinit. Il réalise que sa plus grande défaillance n'était pas technique, mais perceptive. Tyson, de son côté, conserve la même sérénité qu'au début, comme si le conflit avait été résolu avant même de commencer. L'impact réel de la rencontre ne réside pas dans la chute, mais dans ce qu'elle révèle sur la vigilance, l'ego et l'humilité. Lorsque l'arbitre intervient, le moment est déjà gravé. Non comme un spectacle, mais comme une leçon inévitable que ni l'un ni l'autre n'oubliera.